Eh bien, je remercie déjà Jean Salem et le séminaire Marx 21 pour leur invitation. Et donc oui, je vais déjà préciser, pour revenir un peu sur ce que vous venez de dire, que cette intervention est issue en partie d'un texte justement qui sera à apparaître dans le livre collectif dont vous avez parlé précédemment, donc la réification Histoire et actualité d'un concept critique, donc livre collectif co-dirigé par moi et par deux autres doctorants en philo de Nanterre, à savoir Alexis Cuquier et Frédéric Montferrand. Donc c'est aussi une manière, en l'évoquant, de rendre hommage à un travail collectif qui a lieu à Nanterre depuis quelques années et qui me tient à cœur. Et donc ce travail, enfin, ce que vous allez entendre ici, en est aussi issu en partie, quoi. Donc mon propos aujourd'hui, enfin ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de proposer une traversée de l'œuvre. On m'entend pas bien? C'est mieux comme ça. Ça va? Okay. C'est de proposer une traversée de l'œuvre d'Adorno, ceci de ses premiers écrits, comme sa fameuse conférence inaugurale devant l'Université de Francfort en 1931, l'actualité de la philosophie jusqu'aux élaborations conceptuelles de la maturité comme dialectique négative, donc 66, années 60. Donc ceci avait comme fil directeur la question du statut de la critique de l'économie politique dans son œuvre. Donc autrement dit, le statut de la matrice marxienne dans l'œuvre d'Adorno. Donc prendre ça comme fil conducteur, ça n'a évidemment rien d'arbitraire d'un point de vue, enfin ça n'a rien d'arbitrairement érudit ou rien d'arbitrairement scolastique, dans la mesure où, à mon avis, les rapports d'Adorno au marxisme, en tout cas à la critique de l'économie marxienne, sont centrales pour appréhender sa pensée. Et plus spécifiquement, il s'agira d'analyser et d'interpréter donc la question du statut de cette matrice marxienne en lien avec les notions donc de réification et de fétichisme. Donc ça, pour préciser un peu plus la problématique. Et donc évidemment, prendre la question du statut de la matrice marxienne pour une lecture globale de l'œuvre d'Adorno implique bien évidemment un parti pris, qui est celui d'inscrire celle-ci dans l'héritage donc d'une démarche critique inaugurée par Marx. Cet héritage fut-il hétérodoxe. Parce que je voudrais inscrire mon propos à rebours de certaines lectures qui insistent ou qui fondent une prise de distance avec la modernité et ce qu'elle incarne comme potentialité critique et émancipatrice, le moment fondateur et l'horizon ultime de la pensée d'Adorno. En effet, on a coutume de considérer que la dialectique de la raison, donc le livre qu'il coécrit avec Horkheimer dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant leur exil états-unien, pour fuir le nazisme, comme ce qui acterait une certaine forme de la clôture et de la rationalité, entendue comme rationalité émancipatrice. Et l'œuvre d'Adorno ultérieure ne s'organiserait qu'autour d'un négatif érigé en absolu. En tout cas, n'absolutiserait ou n'hypostasierait finalement la figure de la négativité comme clôture finalement de la critique. Et à ce titre, dialectique négative représenterait, si vous voulez, représenterait le paradigme. Et donc contre les lectures qui font de ce mouvement sceptique ou hypercritique le moment fondateur et l'horizon ultime de la pensée d'Adorno, moi je voudrais insister différemment sur ce qui relie Adorno à toute une tradition de critique théorique du capitalisme. Alors certes, l'écart est grand avec un certain marxisme, surtout avec un marxisme entendu au sens traditionnel, hein. Et évidemment, nombre de commentateurs n'ont pas manqué de pointer ce qui le sépare radicalement du théoricien francfortois. Donc à ce titre, il y a je citerai comme exemple le fameux texte écrit dans les années 70, donc dans la première phase de réception en France de la théorie critique, écrit par André Tozel dans l'encyclopédie de la Pléiade, qui s'appelle « Le métamarxisme de l'école de Francfort ». Donc il y a un texte plus global sur l'école de Francfort en général, mais en fait la figure d'Adorno dans ce texte est quand même centrale, et donc Tozel, qui l'a écrit, on va dire, du point de vue du marxisme plus traditionnel, accuse, entre guillemets, en tout cas, considère, enfin en tout cas, oui voilà, accuse Adorno de régression idéaliste, hypercritique, de régression même jeune hegelienne, quoi. Donc ça sera un peu, si vous voulez, la critique un peu type que le marxisme traditionnel adresse à Adorno, et il ne s'agit pas ici d'aller contre, enfin, évidemment, mon propos n'est évidemment pas de faire Adorno un marxiste au sens traditionnel, mais plutôt de montrer qu'il y a un réinvestissement philosophique du marxisme chez Adorno, mais que ce réinvestissement philosophique s'inscrit quand même dans une double figure de continuité, de fidélité, et aussi de distorsion et de rupture avec la matrice marxienne. En effet, si on suit
les critiques types, les interprétations types de ce qui constitue l'œuvre adornienne, l'œuvre d'Adorno reste assimilée à un typeset particulièrement sophistiqué de méditation historique sur le devenir catastrophique de la modernité, et son incessant retour sur le paradigme dialectique relèverait d'une forme de régression jeune hegelienne. Donc là, je répète, c'est un peu la condamnation theusélienne du rationalisme ou de la dialectique négative adornienne, dont la surenchère hypercritique masquerait en fait une impuissance théorique et pratique devant le cours des choses. Et ceci dit, se reflèterait, cette condamnation qui a évidemment un fond de vérité, évidemment, se reflétait et s'incarnerait dans l'incapacité d'Adorno à accompagner à la fin de sa vie, dans les années 60, le grand mouvement de contestation étudiante qui traverse l'Europe occidentale et le monde entier. Je rappelle que la nouvelle gauche allemande, qui alors qu'elle était très fortement influencée par l'œuvre d'Adorno, par l'œuvre de la théorie critique, l'un des leaders de cette nouvelle gauche allemande, Hans-Jürgen Krahl, était lui-même un des grands disciples d'Adorno. Donc en fait, Adorno a tout fait, en tout cas, au bout d'un certain moment, Adorno a rompu complètement le dialogue avec cette nouvelle gauche et a tout fait pour s'en autonomiser, pour s'en distinguer. Et il y a le fameux événement de l'occupation de l'Institut de recherche sociale par un groupe d'étudiants en 69, dirigé justement par Hans-Jürgen Krahl. Donc Adorno appelle la police pour faire évacuer cet institut. Et il y a une photo un peu dramatique d'Adorno qui serre la main aux policiers. Donc évidemment, ceci lui sera reproché. Et il y a notamment un fameux tag à Francfort qui serait « Adorno comme institution est morte ». Donc voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cette incapacité d'une partie de la théorie critique, et d'Adorno en particulier, à accompagner ce mouvement de contestation, pourrait, en tout cas paradoxalement par rapport à mon propos, mais assez logiquement si on suit les critiques traditionnelles qu'on adressait à Adorno, donc en fait s'expliquer par cette surenchère hypercritique et par ce négativisme dialectique pris comme point ultime et fondamental de sa pensée, quoi. Donc mon propos ici sera plutôt d'aller à l'encontre ou de discuter ce type de condamnation un peu unilatérale de l'œuvre d'Adorno et de montrer qu'il existe au contraire une conceptualité épistémocritique. Donc ça c'est un terme qu'il emploie à Benjamin, c'est la préface épistémocritique de l'origine du drame baroque allemand. Donc Benjamin qui sera une grande influence pour Adorno. Donc là aujourd'hui je ne rentrerai pas dans les liens Adorno-Benjamin, je n'aurai pas le temps, mais en tout cas qu'il existe une conceptualité épistémocritique. Adorno reprendra le terme du capitalisme comme totalité sociale, qui se déploie à l'écart des grands diagnostics, donc métaphysiques et pessimistes, que l'on reproche si topiquement à Adorno, quoi. En effet, ce que je vais montrer, c'est qu'à partir d'une réélaboration des notions de fétichisme de la marchandise et de réification, Adorno va s'engager dans ce qui nous semble être, en tout cas à mon avis, et c'est un peu l'objet de ma thèse en fait, l'une des plus stimulantes et impressionnantes tentatives de refondation philosophique ou de réinvestissement philosophique d'une théorie sociale issue de Marx. Donc cette thématique de réinvestissement philosophique d'une théorie sociale issue de Marx est assez important dans mon propos, car pour entrer en écho à ce que je vous disais à l'instant, évidemment, et au risque de me répéter, il ne s'agit pas de faire d'Adorno un marxiste au sens traditionnel. Et par exemple, Adorno ne s'inscrit pas, ou en tout cas déplace les coordonnées de la critique marxienne traditionnelle de la philosophie, de toutes les thématiques d'une réalisation de la philosophie. Par exemple, Dialectique négative, donc sous le grand texte d'Adorno, s'ouvre en prenant expressément le contre-pied de la dernière thèse sur Feuerbach, quoi. Alors là, je cite de tête, mais c'est le moment de la philosophie. Enfin, la philosophie se maintient en vie parce que le moment de sa réalisation a échoué, quoi. Donc ça, j'en parlerai plus tard, mais ce réinvestissement philosophique d'une théorie sociale issue de Marx est central, à mon avis, quand on appréhende le rapport de Marx à Adorno. Et on verra plus tard, mais cette idée d'un retour, d'une autoréflexion du marxisme sur lui-même provient d'une méditation historique, on verra ça plus tard, d'une analyse de la figure de la catastrophe historique. Pour ça, j'expliquerai ça en détail tout à l'heure. Donc, pour préciser mon propos, c'est précisément par sa volonté de construire une conceptualité censée rendre compte du capitalisme tardif, donc Spätkapitalismus en allemand, et de sa forme fétichisée d'autodéploiement, qu'Adorno va s'attacher à réinterroger le grand mouvement conceptuel qui se joue entre Kant et Marx. Donc c'est ça, à mon avis, bien comprendre la réinterprétation adornienne et le statut de la critique de l'économie politique chez Adorno,
c'est bien comprendre que le mouvement autoréflexif, le concept d'autoréflexion, auquel Adorno soumet la matrice marxienne, mais matrice marxienne qu'il inclut en fait plus globalement dans une autocritique du rationalisme philosophique, ou de la rationalité traditionnelle. Donc c'est pour ça le grand mouvement qui joue entre Kant et Marx, c'est important pour Adorno. Hein. Il y a plusieurs expressions dans dialectique négative, dans plein de textes d'ailleurs. Par exemple, Adorno dit que le concept de fétichisme de la marchandise est un des grands moments de l'idéalisme allemand, ou même y compris on représente même l'achèvement. Donc ça aussi, voilà, c'est un des points importants sur lesquels on doit partir quand on pense ce rapport-là, Donc en effet, c'est en ce qu'elle reprend à sa manière la question des conditions de constitution a priori du monde, telles qu'elles sont réfléchies dans ce grand mouvement de la pensée allemande, que la théorie marxienne du fétichisme s'impose à Adorno comme la modalité opératrice centrale d'une théorie critique de la société. Donc en fait, le mouvement conceptuel d'Adorno, c'est on opère un mouvement d'autoréflexion de la rationalité occidentale, donc du mouvement qui va de Kant à Marx, à partir, en mobilisant, en réorchestrant, d'une manière assez créative et novatrice, la théorie marxienne du fétichisme. Je vais m'expliquer aussi là-dessus. Là, j'expose un peu les différentes hypothèses de base de mon exposé, mais il y a vraiment un moment spéculatif important chez Adorno, même si c'est une pensée qui se dit et qui se veut matérialiste. Cette idée donc, de ressaisir l'idéalisme traditionnel via la théorie du fétichisme est fondamentale. Donc parce que le problème soulevé par cette fameuse section du livre 1 du Capital, donc à savoir comment le mode de production capitaliste se donne à saisir via des formes d'objectivité et de subjectivité fétichisées, érigeant la forme marchande comme naturelle et anhistorique, devient pour notre auteur la base à partir de laquelle il s'engage dans une autocritique de la rationalité dialectique traditionnelle. L'idée d'une reconfiguration de toutes les sphères de la réalité à partir de la forme-valeur et de la rationalité marchande est centrale dans le dispositif de dialectique négative. Il permet de bien comprendre comment Adorno relie totalité sociale et sa critique de l'idéalisme. Comment Adorno relie une théorie de la constitution de la totalité sociale, donc comme auto-constituée via l'automouvement de la valeur, et l'idéalisme qui est censé justement réfléchir ce mouvement d'autoconstitution. Donc il y a une posture éminemment hegelienne là, chez Adorno, on le voit dans cette manière de poser les problèmes et voilà. Donc, car le logos de la marchandise est aussi celui de la métaphysique occidentale ou de la rationalité traditionnelle. Donc il y a Donc dès lors, le projet adornien d'élaboration, donc je le cite, d'un concept renouvelé de dialectique procède en partie d'une réélaboration de la notion de fétichisme ou de réification. Donc j'expliquerai plus tard que l'appréhension adornienne de la notion de fétichisme est médiée par le concept lukatien de réification. Ça, c'est ce que j'expliquerai dans ma première partie. C'est que pour toute une partie de l'intelligentsia allemande de cette époque, pour des gens comme Adorno, comme Benjamin, Horkheimer ou Marcuse, c'est vraiment la découverte, la lecture d'Histoire et conscience de classe, et notamment du fameux chapitre sur la réification, qu'une partie non négligeable de ces penseurs-là découvre, à mon avis, la théorie marxienne, en tout cas décide d'en faire quelque chose philosophiquement. Adorno part, en tout cas, au début de sa carrière, de son parcours de philosophe, précisément du point de vue du philosophe. Donc voilà, donc c'est précisément un moment lukatien qui est important, mais j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, donc c'est précisément en tentant de penser la domination des grandes objectivités prenant le trait de choses autonomisées, donc comme l'argent, la marchandise ou l'État, mais aussi pour ce qui est d'Adorno, le système ou la totalité, par rapport aux multiples singularités qui constituent l'être social, qu'Adorno s'attache à élaborer, je le cite, une dialectique délivrée de son essence affirmative. Si on voit déjà là se mettre en place, un des leitmotifs de la pensée adornienne, c'est qu'au mouvement de totalisation du système et de la valeur, il oppose la résistance des singularités ou de ce qu'il appelle la micrologie. Ça, je l'expliquerai aussi. Il y a vraiment cette figure-là chez Adorno, c'est une résistance du singulier contre la mauvaise, ce qu'il considère être la mauvaise totalisation de la valeur, de la marchandise et aussi du concept. Parce que chez Adorno, le concept est préformé socialement. Là, il y a aussi l'influence d'un de ses amis, de Zonrettel, et de son concept d'abstraction réelle, où il y a précisément le concept, la figure conceptuelle est ramenée à sa genèse socio-historique, à sa préformation socio-historique. Et donc très clairement, quand Adorno critique l'idéalisme, il y a la théorie de la marchandise, la théorie du fétichisme de la marchandise en fond et en matrice.
Donc faire du négatif le moment fondamental d'un procès dialectique rendant justice à ce qui est appelé chez Adorno le non-identique. Donc le non-identique, c'est ce qui résiste précisément à la réification, au fétichisme, et ce qui renvoie à ce qui perturbe le mouvement de totalisation, réconciliation de l'idéalisme hegelien, quoi. Ce qu'on appelle le non-identique, dont le non-identique s'oppose à l'idéalisme identitaire, à la pensée identitaire. Hein. Donc revient à allier critique de la réification et recherche épistémocritique chez lui. Donc précisons peut-être, pour préciser encore la problématique de mon propos, donc le projet théorique que recouvre le terme de dialectique négative, hein, et donc tout autant qu'une discussion qui se joue entre Kant et Hegel, une confrontation continuée entre une théorie critique de la rationalité et ce qui a été élaboré par Marx sous le nom de critique de l'économie politique. Donc notre hypothèse sera ainsi que la notion de fétichisme ou de réification permet la fondation épistémocritique, là je me répète, de la théorie sociale qu'Adorno prétend élaborer. Donc cette notion permet d'articuler dans le même mouvement un examen de la rationalité critico-dialectique, donc en ce qu'elle est assimilée sur certains points par Adorno à la manifestation réifiée ou fétichisée du concept, hein, et ce que l'on pourrait qualifier d'une théorie des formes de manifestation de la vie mutilée. Donc l'œuvre d'Adorno peut à notre sens être abordée à partir de ce point de jonction, hein, dans la mesure où sa volonté de rendre justice à l'hétérogène défiguré par la totalité fétichisée correspond très précisément à une autocritique de la raison chez lui. Donc là j'avance et je précise mon propos. Donc à cette visée dialectique autoréflexive, purement voilà, intra-philosophique on va dire, Adorno donc articule à cette première visée autoréflexive une conceptualisation extrêmement précise du capitalisme tardif, dans lequel donc, le paradigme d'une société administrée, donc ça c'est une des grandes figures conceptuelles d'Adorno, hein, le capitalisme tardif, est saisi sous la figure de la société ou du monde administré, hein, donc dans laquelle le paradigme d'une société administrée renvoie à la thématique d'une rationalisation pathogène, d'une rationalisation manquée ou en excès sur elle-même. Donc ça c'est le grand thème de la dialectique de la Aufklärung, hein, le grand livre qu'il coécrit avec Horkheimer. Donc cette rationalisation manquée ou pathogène, dont le déploiement historique correspondrait précisément au phénomène de la réification ou du fétichisme. Et cette rationalisation manquée ou en excès sur elle-même, elle est caractéristique, elle est au fondement de la modernité pour Adorno. Donc là, évidemment, il faut rappeler, pour situer aussi cette conceptualisation, il faut rappeler tout simplement le contexte historique d'élaboration de la théorie critique adornienne. Donc c'est tout d'abord, évidemment, l'échec de la séquence révolutionnaire, ou en tout cas post-octobre 17, en tout cas, ou sa non-extension, en tout cas, à l'Europe occidentale. L'incapacité du mouvement ouvrier et des mouvements démocratiques à stopper la progression des régimes fascistes et autoritaires, donc évidemment la victoire du nazisme en Allemagne, qu'Adorno évidemment contraint à l'exil, et évidemment la Seconde Guerre mondiale et la catastrophe historique, quoi. Donc en fait, voilà, cette conjoncture historique-là est fondamentale pour saisir ce qu'Adorno et Horkheimer et les théoriciens francfortois plus généralement appellent autodestruction de la raison, ou ce qu'ils appellent une dialectique de la raison, quoi. Cette rationalisation manquée, cette rationalisation en excès sur elle-même, elle est articulée fondamentalement à la figure de la catastrophe historique. Et à l'incapacité du mouvement ouvrier à avoir, à ce moment précis de l'histoire de l'humanité, pu empêcher cette catastrophe. Alors on peut reprocher, on a souvent reproché à Adorno d'avoir hypostasié ou d'avoir absolutisé cette catastrophe. C'est d'être parti d'une conjoncture, oui, somme toute conjoncturelle, là je me répète, c'est un peu tautologique ce que je dis, mais enfin, en tout cas, voilà, d'une conjoncture, en avoir déplié, ou d'en avoir déplié une lecture quasiment méta-historique de la modernité occidentale, quoi. Donc en effet, parce que ces événements et phénomènes permettent de saisir le complexe historico-politique qui est au cœur de la refondation de la rationalité critique entreprise par les théoriciens proches de l'Institut de recherche sociale à Francfort. Donc à cette conjoncture marquée par la catastrophe, donc ça c'est le premier moment historique clé pour comprendre la théorie critique d'Adorno, il faut en articuler une autre caractéristique du capitalisme occidental en reconstruction d'après-guerre. Ça c'est aussi important quand on veut comprendre la dialectique négative d'Adorno, c'est qu'il y a un peu un continuum en fait entre cette catastrophe des années 30-40 et finalement le capitalisme en reconstruction, quoi. Capitalisme qui correspond au développement d'une société de consommation de masse, à une domination renforcée en fait de l'industrie culturelle et l'idéologie marchande,
et à une normalisation démocratique et une prétendue obsolescence du conflit de classe au profit d'une rationalisation technicienne et bureaucratique accrue de la production des rapports sociaux et des rapports sociaux. Donc ça, c'est la fameuse thèse de la société administrée, et aussi de la fameuse thèse qui a été très très discutée dans les années 60, d'une intégration du prolétariat, quoi. C'est-à-dire un prolétariat qui, dans la société administrée et bureaucratisée, aurait perdu sa dimension de négativité historique, et qui serait, in fine, voilà, intégré à l'autoreproduction de la totalité sociale, quoi. Donc en fait, tout converge au XXe siècle pour Adorno vers l'idée d'un capitalisme organisé, hein, d'un capitalisme d'État, comme hypothèse définissant le capitalisme avancé et la rationalisation, donc des rapports de production qu'il caractérise. Donc on se trouve ici au cœur de ma problématique, hein, tenter de montrer que ce qui s'élabore en dialectique négative est solidaire d'un concept critique de capitalisme. Donc ça, je reviens à ce que je voulais dire au début, ce n'est pas simplement voilà, qu'une autoréflexion théorico-spéculative, mais il y a un concept critique de capitalisme qui en est au fondement. Donc que le geste de fondation métacritique de la théorie ne s'envisage que s'il est rapporté à la totalité sociale que le procès dialectique est censé réfléchir, quoi. Donc évidemment, là, je fais une petite digression, une petite aparté. Il faut renvoyer ici au texte fondateur de Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, hein, pour aussi comprendre la position, la conceptualité critique d'Adorno, donc dans lequel la théorie critique est rapportée à la nécessaire conscience de son inscription au sein des rapports sociaux et par conséquent à sa visée transformatrice. L'autoréflexion de la dialectique correspond donc à une forme de critique de la rationalité émancipatrice, dans la mesure où la saisie conceptuelle du capital comme totalité met en question son autodépassement théorique et pratique. Donc dès lors, nous tentons de montrer que la notion de fétichisme et de réification, même si elle n'est pas réélaborée précisément par Adorno, peut servir de fil conducteur pour appréhender la redéfinition épistémocritique de la pensée dialectique qui est ici engagée. Et donc ceci selon 3 grands moments, hein. Donc on étudiera déjà dans un premier temps comment le jeune Adorno se ressaisit de la notion de réification, et comment à partir de cette ressaisie de la notion de réification et de fétichisme, il en vient à élaborer une critique de l'idéalisme traditionnel et à en proposer un premier dépassement. Donc sous déjà on verra que ce qui est assez frappant, c'est que dès le jeune Adorno, la conceptualité adornienne est mise en place dès ses premiers écrits. Dans un deuxième temps, on étudiera le lien qu'il y a entre théorie critique de la rationalité et cette théorie du capitalisme tardif. Et enfin, dans un troisième temps, nous tenterons de circonscrire le noyau opératoire fondamental de dialectique négatif, celui d'une critique de l'abstraction dans sa dimension historique et sociale, quoi. En fait, plus globalement, nous emploierons dans ce texte à montrer que la critique adornienne de la rationalité identitaire trouve son fondement dans la critique de l'économie politique marxienne. Donc relire Marx à partir d'Adorno, tel pourrait être le programme d'une théorie critique du capitalisme renouvelé. Et puis par la même occasion, pour proposer aussi une ouverture, à mon avis, cette thématique du statut de la critique de l'économie politique chez Adorno nous permet aussi de discuter la catégorisation de marxisme occidental, telle qu'elle a été proposée par Perry Anderson en 1976 dans son texte sur le marxisme occidental. C'est une catégorie qui me paraît un topique quand on analyse Adorno. Donc je répète ce que Perry Anderson entendait par marxisme occidental. Donc par occidental, il entendait ce marxisme de l'ère, de l'ère géographique, où précisément la révolution avait échoué, précisément la révolution ne s'était pas produite, et donc précisément cette non-production de la révolution a causé une rupture d'un certain marxisme avec la pratique effective traditionnelle du mouvement ouvrier, une rupture avec aussi la critique de l'économie politique en son sens traditionnel, pour une rupture, on va dire, philosophante, un discours philosophant avec le marxisme, quoi. Et Adorno, à ce titre, représente, si vous voulez, un cas, on va dire, typique ou ultime, quoi, de ces catégories de marxisme occidental. Et donc moi, ce que j'aimerais bien aussi montrer ici, c'est que même si je réfute pas absolument cette catégorie, je pense qu'elle permet de comprendre beaucoup de choses d'un certain marxisme au XXe siècle. En tout cas, j'aimerais bien montrer que l'œuvre d'Adorno s'enracine tout de même autour du paradigme de la critique de l'économie politique, autour d'une analyse assez précise et rigoureuse d'une théorie de la succession des modes de production, et que voilà, donc c'est ce que j'aimerais bien aussi montrer, que l'hypothèse andersonienne peut être discutée, à mon avis, et moins unilatérale que ce que le texte de 76 pourrait laisser croire, quoi.
Ouais. J'étais un peu long. Ouais. Fin de l'introduction. J'ai peut-être été un peu long. Donc le... Dans une heure, si tu veux avoir des questions, il faut arrêter. Je vais... Bon. C'est parfait, on continue. Si tu parles au futur, ça m'inquiétait. Ouais, mais... Donc le premier, donc cette longue introduction problématique. Donc maintenant, donc le premier moment. Donc là, je reviens à ce que je disais, c'est donc le moment un peu ce que j'ai appelé la réification comme matrice épistémocritique chez le jeune Adorno. Donc c'est, on va dire, un moment lucatchien et post-lucatchien chez le jeune Adorno, et la manière dont Adorno se rapporte à la matrice d'histoire et conscience de classe, quoi. Parce qu'en effet, il faut prendre toute la mesure, à mon avis, de la portée de l'intervention lucatchienne avec Histoire et conscience de classe, donc son grand texte écrit en 1923, donc auprès de toute une fraction de la jeune intelligentsia allemande du début des années 20. Donc le cas d'Adorno représente même un cas typique, un moment typique, dans la mesure où c'est précisément à partir du concept de réification tel que élaboré par Lukács qu'il va radicaliser et étendre sa critique de l'idéalisme traditionnel, quoi. Donc peut-être dire rapidement ce que Lukács entendait par réification. Donc c'est la réification et la conscience du prolétariat, c'est un des essais d'histoire et conscience de classe, qui en comporte plusieurs. Et donc dans cet essai sur la réification, c'est le lieu d'une synthèse géniale entre théorie marxienne du fétichisme de la marchandise et théorie de la rationalisation, on va dire weberienne ou post-weberienne, quoi. C'est-à-dire que la modernité capitaliste, elle est envisagée sous la forme d'une domination des choses manipulables, quantifiées et objectivées, donc un donné exploitable, quantifiable. Et donc cette forme de domination des choses, comme issue directement du fétichisme de la marchandise, caractériserait la modernité industrielle. Et donc cette espèce de synthèse, à mon avis géniale, quoi, entre marxisme révolutionnaire et culture critique ou critique de la culture post-weberienne, post-zimmelienne. Donc je rappelle que Lukács vient avant sa conversion au marxisme révolutionnaire. Lukács suivait le séminaire de Weber, est un disciple de Simmel, etc. Donc il y a, avec ce concept de réification, une espèce de dépassement d'Aufhebung de ces deux influences. Et Adorno, pour comprendre Adorno précisément, Adorno s'inscrit vraiment dans la continuité de à la fois de cette théorie du fétichisme de la marchandise et de cette théorie de la rationalisation, quoi, de la modernité industrielle comme rationalisation, quoi. Et donc donc c'est à partir de ce concept de réification qu'Adorno va radicaliser donc sa critique de l'idéalisme philosophique. Donc, pour reprendre le titre de sa conférence inaugurale donc devant l'université de Francfort en 1931, l'actualité de la philosophie. L'actualité de la philosophie est celle de sa crise, et la perspective de sa liquidation ne semble pas être infondée. Ça, c'est de là qu'Adorno part. Donc le constat dressé par Adorno est sans appel, et il semble bien que ce soit auprès du marxisme néo-hegelien de Lukács qu'une possible réactivation de la critique théorique et philosophique soit envisagée. Donc là, je cite le jeune Adorno, « La crise de l'idéalisme équivaut à une crise de la prétention philosophique à la totalité. La ratio autonome, c'était la thèse de tous les systèmes idéalistes, était censée pouvoir développer à partir de son propre fond le concept de réalité et toute réalité même. Cette thèse s'est dissoute. » Ça, c'est dans l'actualité de la philosophie. Donc à partir de cette thèse de fond, Adorno va s'engager dans une critique de tous les grands courants philosophiques de l'université allemande de l'époque. Aussi les différents courants s'affrontant au sein de cette université allemande, ainsi que dans ses marges, donc, sont tous ramenés à la centralité problématique donc, de cette notion de totalité. Cette totalité qui serait en crise, et cette notion de totalité en crise est ramenée par Adorno à la notion de subjectivisme philosophique qu'il va critiquer. Donc du néo-kantisme, je vais vous faire un peu un panorama des différents courants qu'il critique dans ce texte. C'est vraiment un texte important quand on veut comprendre Adorno. C'est vraiment sa leçon inaugurale, et c'est assez fascinant de voir qu'il y a une continuité, en fait. Ce qu'il dit, ce qu'il écrivait en 1931, on retrouve ça jusque dans Dialectique négative, et ça permet vraiment de comprendre la mise en mouvement de sa pensée, quoi. Donc du néo-kantisme et son formalisme logico-scientifique, logico-mathématique, à la phénoménologie husserlienne et post-husserlienne, voir qu'Adorno sera un des grands adversaires du dépassement, ou du soi-disant dépassement de Husserl par l'ontologie fondamentale heideggerienne. Et donc déjà, dans l'actualité de la philosophie, Adorno s'oppose frontalement à Heidegger. Il lui reproche sa fausse sortie de la métaphysique occidentale. Enfin, Adorno n'emploiera pas le terme de métaphysique occidentale, mais il lui reproche en fait sa fausse critique du rationalisme traditionnel. Il critiquera aussi les différents courants néo-vitalistes
qu'on appelle la Lebensphilosophie, les philosophies de la vie, et les différentes philosophies de la culture, donc culture-critique. Donc ça, évidemment, c'est dans l'université allemande, toute la culture critique post-weberienne et néo-nietzschéenne, etc., donc qui est quand même très importante à son époque. Sans oublier aussi l'autre courant auquel Adorno rend à la fois hommage, c'est assez paradoxal quand on a Adorno, mais en même temps qu'il critique, c'est la montée en puissance de l'empirisme logique et scientifique à l'époque. Adorno sera un des grands adversaires aussi, un des grands critiques de l'empirisme logico-scientifique. Il y a la fameuse controverse avec Popper dans les années 60, la querelle du positivisme, par exemple, qui fait date quand on s'intéresse aux questions d'épistémologie, de la théorie en général et l'épistémologie de la théorie sociale. Et bon, on voit qu'à ce moment-là, Adorno critique quand même le positivisme, mais en même temps rend quand même hommage à un mouvement qu'il considère comme fondamental et important. Bon, voilà, c'est une petite digression. En tout cas, il rapporte toutes ces tentatives philosophiques à un même écueil. C'est l'incapacité pour eux de dériver d'un principe solide. Alors pour tous ces courants, le soi-disant principe solide, ce serait la centralité du sujet, du concept de subjectivité. Donc il y a une critique de l'idéalisme transcendantal chez Adorno, la critique d'un idéalisme qui irait de Descartes à Kant, évidemment. Donc en l'occurrence ici la subjectivité, qui permettrait une soi-disant saisie véritable et légitime de l'objet. Et en fait Adorno pense que cette volonté de dériver donc du sujet ego, une saisie véritable et légitime de l'objet, en fait ne peut pas éviter de sombrer, enfin en fait cause d'inévitables et insurmontables antinomies. Donc ça renvoie aussi au Lukács d'Histoire et conscience de classe, dans laquelle il rapporte la notion de réification aux antinomies de la pensée bourgeoise. Et Lukács, lui aussi, dépasse ce qu'il considère être une impasse de l'idéalisme transcendantal via son concept de fétichisme de réification. Et Adorno s'inscrit dans cet héritage-là, comme poursuit la voie ouverte par Lukács. Donc l'instance de l'ego, sujet, demeure pour ces courants la seule légitime pour rendre compte de l'objectivité, et c'est en cela qu'elle reconduit systématiquement toutes ces tentatives philosophiques à l'écueil d'une totalité autosuffisante qui se déploierait à partir d'un principe organisateur. Donc dans tous les cas, il y a persistance de la totalisation arbitraire caractéristique de l'idéalisme métaphysique dogmatique. Or, selon Adorno, ce principe est intenable, cette thèse s'est dissoute. Donc, je cite très rapidement aussi un autre passage de l'actualité de la philosophie. Aucune raison justificatrice ne pourrait se retrouver en elle-même dans une réalité dont l'ordre et la configuration mettent à bas toute prétention de la raison. C'est seulement de manière polémique que la réalité s'offre à la connaissance comme réalité totale, alors qu'elle n'accorde que sous forme de traces et de ruines l'espoir d'en finir un jour à être la réalité vraie et juste. Voilà. Donc c'est précisément sur les ruines de l'idéalisme, en tant qu'il s'avère incapable de rendre compte de la réalité autrement que par une violence du concept envers les singularités qu'il compose. Donc Adorno va tenter de penser une actualité de la théorie critique. Donc un geste, là je me répète, qui s'inscrit véritablement dans le sillage du livre de Lukács. Donc en effet, c'est en concevant la marchandise, donc pour reprendre l'expression lukácienne, comme catégorie universelle de l'être social total, qu'Adorno reprend cette formule, qu'Adorno pense avoir trouvé la modalité opératoire d'une saisie conceptuelle de la totalité. De même que dans l'Histoire et conscience de classe, il semble que la notion de fétichisme de la marchandise soit mobilisée pour s'engager dans une critique des antinomies de la pensée bourgeoise, et plus précisément pour contrer le paradigme dominant de l'idéalisme transcendantal. Donc dans la mesure où la théorie marxienne du fétichisme réinterroge à sa manière la question des conditions de constitution des formes de subjectivité et d'objectivité, donc là je me répète, elle permet en effet de questionner de manière radicale le statut de l'idéalisme post-kantien. En gros, donc je cite, la philosophie questionnerait-elle aujourd'hui le rapport absolu de la chose en soi au phénomène, ou bien, pour recourir à une formulation plus actuelle, poserait-elle la question du sens de l'être pur et simple? Soit elle en resterait à une démarche formelle qui n'engage à rien, soit elle se scinderait en une multiplicité de points de vue possibles et quelconque exploitant des conceptions du monde. Ouais. Il y a des étrangers, il faut 10 ans moins, et ouais. Quand tu cites les citations, fais gaffe, parce que là, ils sont largués. Ouais. Bon. 10, 15, les autres étaient coupés. Ok. Donc, c'est une citation un peu longue. En gros, c'est par... Voilà. Certes, le problème de la chose en soi ne serait alors nullement résolu, il ne le serait pas non plus si l'on exhibait les conditions sociales qui donnent lieu au problème de la chose en soi, comme Lukács croyait encore que l'on pouvait le résoudre. Mais il serait possible de voir une construction suffisante de la forme marchandise. Voilà. En gros, à partir de... Là, je m'embrouille un peu sur cette citation qui est compliquée. Mais en gros, l'idée, c'est qu'à partir de... En gros, Adorno critique l'autofondation par un sujet de l'objectivité via une théorie de la préformation sociale de cette objectivité. Et en gros, ce que Marx montre via la théorie du fétichisme de la marchandise, et ce que souligne Lukács et ce que réutilise Adorno, c'est que précisément le fétichisme de la marchandise vient perturber
cette auto-constitution de la totalité, quoi, si vous voulez. Et donc, voilà, donc la problématique adornienne se comprend donc à partir d'un geste d'auto-subversion que le philosophe adresse à l'idéalisme traditionnel. Donc, le dualisme phénomène-chose en soi, héritage du kantisme et plus largement de l'idéalisme subjectiviste, implique nécessairement une distorsion entre un réel et la centralité d'un sujet censé le fonder. Donc en fait, aucun fondement ontologique assuré ne semble pouvoir être dérivé autrement que par une conception corrélationnelle du sujet et de l'objet. Donc ça, c'est le dispositif vraiment de l'idéalisme transcendantal, quoi. Psychologisme et dogmatisme spéculatif s'imposent donc comme les deux écueils de cette entreprise. Et l'opération de constitution du monde par une subjectivité autocentrée aboutit précisément à la dissolution du réel matériel et singulier dans des catégories nécessairement arbitraires. Donc le matérialisme adornien doit précisément être saisi à partir de ce mouvement d'autocritique, quoi. L'idéalisme de Kant à Husserl bute précisément sur la mauvaise totalité avec laquelle il est obligé de recouvrir telle une seconde nature le réel, quoi. Et donc c'est grâce à la catégorie de marchandise que le jeune Adorno s'attaque à cette conception dogmatique et spéculative de la notion de totalité et au dualisme ontologique qu'elle implique, quoi. Donc il voit dans la notion de marchandise élaborée par la pensée marxienne la manière de dépasser certaines antinomies précédemment évoquées en révélant la préformation socio-historique. Le problème de la chose en soi en devient dès lors nul et non avenu. L'objectivité, l'abstraction et la phénoménalité deviennent des catégories se déployant au cœur même de la logique de la valorisation capitaliste. Donc c'est ça le sens même de la critique adornienne, quoi. L'être devient social et la dialectique sujet-objet de l'idéalisme doit être réinterrogée dans cette perspective. Donc cette intuition selon laquelle les catégories de l'idéalisme ne sont pas transhistoriques, mais au contraire ancrées dans la production socialisée, est fondamentale pour le marxisme critique d'Adorno, quoi. Un théoricien proche d'Adorno, Alfred Zonnrettel, j'en ai parlé tout à l'heure, élabore à ce propos une théorie de l'origine sociale des formes a priori de la pensée. Donc selon Zonnrettel, l'échange devient dans cette perspective la matrice socio-historique du concept d'abstraction réelle. Et par exemple, il montre que l'apparition dans le monde grec antique de la monnaie est par exemple liée au développement du logicisme mathématique. Donc cette catégorie de l'abstraction réelle aura une profonde influence sur Adorno. Adorno le citera à plusieurs reprises, notamment des dialectiques négatives, et donc est au cœur de sa critique de l'idéalisme, quoi. Ce que montre Adorno, c'est que la totalisation arbitraire de l'idéalisme subjectiviste s'enracine dans cette préformation socio-historique, dans cette logique de la valorisation et de la marchandise, quoi. En effet, c'est les intuitions dérivées du livre 1 du Capital, de sa théorie de la marchandise, de la valeur et de l'abstraction, qui permettent d'activer une dynamique d'autoréflexion de la pensée dialectique chez Adorno, quoi. La marchandise et la logique de l'abstraction qu'elle implique impose comme lieu de déploiement de la critique, comme valeur d'échange, elle quitte la valeur concrète, la valeur d'usage. Ça fournit en quelque sorte la matrice de cette critique matérialiste de l'abstraction et de l'idéalisme, en fait, quoi. Donc à partir déjà donc, de cette critique matérialiste de l'idéalisme via cette notion d'abstraction réelle, via cette notion d'une efficace matérielle de l'abstraction, Adorno va s'engager dans une réélaboration. Il me reste combien de temps, en fait? Parce que... C'est superbe, mais t'en dis moins et tu prends les choses posément. 35, 40. Oh, c'est bon, ok. Donc à partir de cette critique de l'idéalisme, donc Adorno va s'engager dans une réélaboration exploratoire de la pratique philosophique en mobilisant la notion d'interprétation ou de Deutung, donc ce qu'il appelle la Deutung, l'interprétation, quoi. Donc le monde du fétichisme de la marchandise, renvoyant à la domination des grandes objectivités abstraites autonomisées, penser la séparation, la dépossession et l'objectivité illusoire n'implique plus nécessairement, donc je renvoie à la critique précédente, dualisme ontologique et sujet transcendantal. Mais Adorno va opposer à cette manière traditionnelle de pratiquer la philosophie une pratique philosophique définie comme interprétation, donc comme Deutung, définie ici comme déchiffrage de l'objectivité causale réifiée et fétichisée. Donc là, on revoit aussi l'influence de Benjamin, qui proposait finalement une pratique du matérialisme marxien comme voilà, décryptage herméneutique matériel des singularités fétichisées, quoi. Et donc on voit là, l'objectivité sociale n'est plus dérivée du sujet transcendantal, mais elle est trouvée, elle est saisie via cette objectivité causale matérielle fétichisée qu'on interprète, qu'on décrypte, quoi. Donc là on voit un Adorno benjaminien et on voit un peu un déplacement avec le Adorno Lukács présenté au début, quoi. Donc c'est pourquoi il faut comprendre la notion de Deutung ou d'interprétation à partir de la nécessité d'élaborer une conceptualité à la hauteur du phénomène de la réification. Il y va, je cite Adorno, de la question de savoir comment il est possible de connaître ce monde mort, causal et aliéné, comment il est possible de l'interpréter, quoi.
Donc il s'agit donc pour Adorno de fonder une matrice conceptuelle qui lui permette de s'engager dans la voie d'une rénovation de la pensée dialectique. En effet, ce n'est que si elle est dialectique que l'interprétation philosophique semble possible. L'interprétation, la Deutung, correspond ici à un dispositif expérimental visant le décryptage de ce qu'Adorno appelle le rebut du monde phénoménal. Donc là, ce sont cette objectivité philosophisée, c'est-à-dire les figures réifiées. Adorno parle à ce propos aussi de seconde nature, donc ça c'est aussi un concept qu'il emploie au Lukács d'avant Histoire et conscience de clash, au Lukács de la théorie du roman, quoi. Donc des figures réifiées, objectivées et fétichisées, quoi. Donc Adorno s'emploie, selon sa propre terminologie, à faire surgir une constellation, ce qu'il appelle une configuration de l'énigme, donc afin de la faire surgir et précisément de pouvoir activer, de mettre en place sa démarche herméneutique matérielle, quoi. Donc en d'autres termes, ce serait une dynamique dialectique qui, via le concept d'herméneutique ou d'interprétation, aurait abandonné la logique identitaire téléologique. Donc là, on pense, voilà, là je vous rappelle donc l'influence de Benjamin, donc je ne m'étendrai pas là-dessus parce que j'ai évidemment pas le temps, mais est ici centrale, quoi. Donc la méthode herméneutique d'Adorno consiste ainsi en la construction de figures conceptuelles monadologiques interruptives qui viennent rompre l'ordre conceptuel de l'idéalisme traditionnel, quoi. Donc l'idée de micrologie qui se retrouvera jusqu'à dans dialectique négative et qui culmine aussi dans son grand livre Minima Moralia, hein, donc est au cœur de cette théorie de l'interprétation. Elle renvoie donc à cette interprétation de rebut du monde phénoménal, dans la mesure où elle fait appel à la construction de microformes fétichisées qu'il faut pouvoir déchiffrer, quoi. Dans cette perspective, les termes de figure ou de constellation sont utilisés par Adorno afin de déposer les modèles traditionnels de l'exposé systématique et de la totalité autosuffisante, et ainsi de laisser toute sa place à une auto-présentation du monde du fétichisme marchand qu'il s'agira aux théoriciens d'interpréter et de décrypter, quoi. Donc cette double dimension de la démarche d'Adorno, donc liant une critique de l'idéalisme et son dépassement par une théorie de l'interprétation, par une herméneutique matérielle des formes fétichisées, nous permet de mieux saisir le statut épistémocritique de la catégorie de fétichisme et de réification, quoi. Donc tous ces travaux ultérieurs, comme par exemple son livre sur Kierkegaard ou son étude sur le caractère fétiche de la musique et la régression de l'écoute, mettent en œuvre un même usage de la notion de fétichisme, quoi. C'est par la saisie herméneutique du matériau socio-historique dans sa concrétude, comme chose objectivée et fétichisée, que la pensée dialectique trouve son renouvellement. Donc la catégorie de marchandise devient la nouvelle grille d'analyse et de décodage d'un capitalisme qui se déploie comme totalité mystificatrice, quoi. Adorno utilise pas mal aussi la métaphore du rébut. Je rappelle que Marx, dans le livre du Capital, parle aussi de hiéroglyphes, marchandise comme hiéroglyphes, etc. Enfin, il y a cette thématique donc, du décryptage de l'interprétation de l'herméneutique qui n'a rien, à mon avis, qui est tout à fait marxienne, en fait, quoi. Bon, évidemment, là, Adorno insiste vraiment sur cette manière novatrice et qui rompt précisément avec l'idéalisme transcendantal, avec une pensée de type analytique ou dialectique traditionnelle, quoi. Donc à partir de cette méthode, peut être correctement appréhendée la synthèse sociale matricielle de la modernité, la réduction de toutes les singularités en choses, donc là c'est la réification, via l'abstraction de l'échange et de la production socialisée. Donc là, on passe au deuxième temps de mon analyse, à la fois c'est son interprétation du capitalisme tardif, en quoi cette critique de l'idéalisme, cette volonté de dépasser l'idéalisme via une théorie de l'interprétation et via une herméneutique matérielle, s'enracine dans une théorie du monde administré, à la fois une théorie de la rationalité occidentale et une théorie du monde administré. Donc j'ai appelé cette partie capitalisme tardif, capitalisme organisé et monde administré, la réification comme rationalisation pathogène ou rationalisation manquée, quoi. Donc la notion de réification et de fétichisme, donc outre l'autocritique du rationalisme et subjectivisme, et la redéfinition expérimentale de la pratique philosophique qu'elle met en mouvement, permet aussi à Adorno d'élaborer une théorie critique du déploiement historique de la rationalité et une théorie critique du déploiement historique du capitalisme tardif, quoi, des différentes phases du mode de production capitaliste. En effet, l'idée d'appréhender la modernité par la problématique d'une dialectique de la raison, donc là c'est son fameux grand texte avec Horkheimer, c'est-à-dire d'un renversement de la promesse émancipatrice du rationalisme aboutissant à la figure de la catastrophe historique, est issu en grande partie de ce que le concept de réification ou de fétichisme implique quant à la description d'un monde social dominé par la valorisation capitaliste. La forme de rationalité qui en découle, celle d'une rationalité instrumentale, réduisant toute singularité au statut de choses standardisées, intégralement manipulables et exploitables, est l'une des caractéristiques principales de ce qu'Adorno appelle, dans la plupart de ses textes de théorie sociale, le monde administré. Et donc on voit qu'il y a un souci de fonder sa critique du phénomène du fétichisme de la réification en élaborant une caractérisation aussi précise que possible d'une certaine phase historique du capitalisme. Et ceci le conduit nécessairement à rapporter cette notion de monde administré à plusieurs catégories issues de la critique de l'économie politique marxienne. En d'autres termes, l'hypothèse d'un capitalisme organisé ou capitalisme d'État s'impose comme le point à partir duquel les concepts adorniens doivent être appréhendés. L'idée d'une tendance du capitalisme monopoliste à s'autonomiser de la stricte sphère du marché
via un moment de planification est fondamentale pour la thèse d'Adorno. Pour la thèse d'Adorno d'un déploiement historique et pathologique de la raison. Donc ici, je voudrais interroger la liaison établie par Adorno entre théorie de la réification et parallélisation du mode de production capitaliste, ainsi que de la façon dont cette liaison s'inscrit dans un rapport dual, donc de fidélité et de distorsion, avec l'analyse marxienne. Donc c'est évidemment, comme je l'ai dit à l'instant, à la dialectique de la raison, donc écrite pendant la Seconde Guerre mondiale avec Horkheimer, qui revient d'occuper une position matricielle. Donc dans ce texte, le devenir catastrophique de la modernité est appréhendé à partir de ce qu'Adorno et Horkheimer nomment, sous la figure historique d'une raison instrumentale mutilante, l'autodestruction de la raison. Donc ceci renvoie à la tendance du pensée rationnel à s'atrophier en réduisant son dispositif à celui d'une logique d'appropriation et d'instrumentalisation ou d'instrumentation brutale du réel, tournant le dos à ses potentialités utopiques et libératrices. Donc ainsi, c'est clair le couplage effectué entre raison et domination. Donc, la fameuse phrase d'Adorno, le mythe et d'Horkheimer, le mythe devient raison et la nature pure objectivité. La raison se comporte à l'égard des hommes comme un dictateur à l'égard des choses. La raison se comporte à l'égard des choses comme un dictateur à l'égard des hommes. Dans cette métamorphose, la nature des choses se révèle toujours la même, le substrat de la domination. Donc le cœur de l'argumentation adornienne réside dans la liaison qui est établie entre déploiement de la raison et le mouvement de dépossession et mutilation par l'abstraction du processus de valorisation. Les notions de fétichisme et de réification sont donc au centre de cette dialectique de la rationalité occidentale. Elles permettent de comprendre comment l'autonomisation des grandes formes d'objectivité, donc la marchandise, la technique, l'État, le monde administré, se trouve au fondement de l'appréhension par Adorno du capitalisme comme forme de vie dévaluée. Je recite un peu Adorno rapidement. L'abstraction, instrument de la raison, se comporte envers son objet comme le destin dont elle supprime le concept. C'est une entreprise de liquidation. Sous la domination de l'abstraction nivelante, suivant laquelle toute chose dans la nature est reproductible, et sous la domination de l'industrie pour qui l'abstraction organise cette reproductibilité, les hommes libérés devinrent eux-mêmes ce troupeau dont Hegel dit qu'il est le produit de la raison. Donc, dès lors, la dialectique de la raison s'apparente à une pathogénèse, à une genèse critique de la rationalité occidentale. Cette dernière, donc la rationalité occidentale, étant envisagée, saisie sous la figure d'un déploiement historico-mythique spécifique, d'un récit un peu dystopique, donc d'une violence originelle envers la nature qu'il s'agirait de dominer et d'exploiter, jusqu'à un capitalisme tardif défini comme monde administré. Donc c'est ce grand récit dystopique qui se déroule ici sous nos yeux. Donc là, je vais aller assez vite là-dessus, mais il y a dans la dialectique de la Aufklärung, le récit dystopique prend la forme d'une archi-histoire du sujet, à partir de l'évocation d'un Ulysse errant et luttant contre les forces de la nature. Donc, il faut prendre ça, évidemment, d'un point de vue vraiment allégorique, dans le texte d'Adorno et d'Horkheimer. Il y a une espèce de genèse de la rationalité occidentale instrumentale qui est rapportée au mythe de l'Odyssée, quoi. Aussi avec la figure d'un Ulysse comme prototype de la subjectivité moderne. En effet, c'est la figure d'un Ulysse qui, errant et luttant contre les forces de la nature, cherche à les dominer par la ruse. Pour Adorno, à partir de ce récit-là, il en fait un peu le modèle, le prototype de cette raison instrumentale et mutilante. Donc ça, il faut vraiment prendre ça comme une allégorie. Je ne rentre pas dans les détails de ce récit-là qui nécessiterait une séance en elle-même d'analyse du texte. En tout cas, il faut voir qu'il y a un grand récit dystopique d'un autodéploiement instrumental de la raison qu'Adorno et Horkheimer saisissent sous le terme d'autodestruction de la raison. C'est-à-dire qu'une raison, en excès sur ses promesses émancipatrices, en vient finalement à s'autodétruire. Et donc là, évidemment, la figure de la catastrophe historique est fondamentale, car les promesses émancipatrices de la Aufklärung, finalement, se sont renversées en leur contraire, à la fois la catastrophe et la barbarie, quoi. Et donc, cette théorie de l'autodestruction de la raison donc, est fondée sur une théorie des phases historiques du capitalisme, quoi, je disais, donc sur ce qu'il est convenu d'appeler donc, capitalisme tardif, quoi. Donc, en effet, la dialectique de la raison et toutes les œuvres ultérieures d'Adorno, notamment ses textes de théorie sociale, se donnent pour objectif d'interroger certaines tendances qu'a connues le capitalisme au XXe siècle. Donc des tendances à la concentration monopolistique, à l'étatisation, à la bureaucratisation, à la planification, à la rationalisation technicienne et bureaucratique, la standardisation et aussi l'industrie culturelle, quoi. Donc il s'agit pour la théorie francfortoise et d'Adorno donc de s'engager à partir de l'expérience historique de la catastrophe dans un examen radical de l'efficience pratique d'une théorie critique du capitalisme, quoi, de montrer que cette autodestruction de la raison s'enracine dans cette théorie d'un capitalisme tardif saisi comme monde administré, quoi. Il s'agit pour Adorno de méditer la signification historique d'un capitalisme pour lequel l'hypothèse de la réification généralisée prendrait les contours d'une transformation de la société en administration totale.
Autrement dit, le capitalisme, dans la dialectique de la raison, se manifeste comme rationalisation manquée, comme une société intégralement administrée au sein de laquelle règne la domination brutale de l'abstraction, de la quantification et de l'équivalent général. Et donc c'est ainsi dans un dialogue serré avec les conceptions du théoricien, de l'économiste et collaborateur proche de l'Institut de Francfort, Friedrich Pollock, que ce concept de société administrée a été élaboré. Donc dans un texte écrit en 1941 par Pollock qui s'appelle State Capitalism, donc capitalisme d'État, Pollock s'attache à caractériser la face historique du capitalisme qui succède à celle libérale du marché ou de la propriété autonome et concurrentielle, et donc qui est marquée, selon Pollock, par la montée en puissance de la planification et de l'organisation induite par le phénomène de la concentration monopolistique, quoi. Donc production et distribution ne sont plus dérivées de la stricte logique du marché, mais sont intégrées au sein d'un processus historique global, celui de la rationalisation, quoi. Donc ce qui caractérise ce que Pollock appelle le capitalisme d'État tient essentiellement à ce point, hein. Le marché perd sa centralité dans la coordination de la production et de la distribution, ses prérogatives étant reconfigurées par l'intervention d'un État centralisateur et administrateur. Donc c'est cette notion de capitalisme d'État propre à Pollock, sur laquelle va s'appuyer Adorno. On va voir qu'Adorno va le discuter, mais en tout cas, les théoriciens de Francfort vont s'appuyer sur ce concept de capitalisme d'État, hein. Ça c'est important. Donc, il provient vraiment de la conjoncture et du contexte singulier d'élaboration. Il a un contexte, une conjoncture d'élaboration singulière, quoi. C'est évidemment l'expérience de l'économie planifiée en Union soviétique, mais tout aussi bien de l'économie dirigée dans l'Allemagne du Troisième Reich que de l'économie mixte telle qu'elle peut être observée aux États-Unis, donc dans la période du New Deal et de l'intervention keynésienne. Donc ça, c'est important pour Pollock de voir que son hypothèse du capitalisme d'État a deux grandes modalités de déploiement, l'une totalitaire et l'une plutôt libérale démocratique, mais ce qui singularise aussi l'approche francfortoise, c'est quand même une saisie unitaire du mode de production capitaliste comme capitalisme organisé, qui caractérise, ou capitalisme d'État, qui caractérise tout autant ses formes totalitaires que ses formes libérales démocratiques, quoi. Donc ça peut montrer aussi que quand on a fait un peu la théorie critique francfortoise comme un peu matrice d'un certain antitotalitarisme théorique, je pense que c'est assez discutable, notamment via cette théorie pollockienne, quoi, parce qu'il y a vraiment une volonté, d'ailleurs la dialectique de la raison c'est ça, quoi, il y a une volonté de ne pas forcément, d'envisager le devenir du capitalisme de manière unitaire, quoi. Et donc par contre cette conception d'un capitalisme organisé et étatisé va être discutée par Adorno. Adorno et ça c'est important pour mon propos, ne va pas complètement accepter la thèse pollockienne d'un déplacement de l'antagonisme vers la sphère politique et bureaucratique. Donc que ce soit dans la dialectique de la Aufklärung, mais dans pas mal d'autres textes, notamment les textes sociologiques, comme Réflexion sur la théorie des classes ou encore Capitalisme tardif ou Société industrielle, et là on voit finalement une fidélité assez paradoxale d'Adorno au marxisme assez traditionnel. C'est encore pour Adorno la primauté d'un enracinement de la domination dans la sphère économique qui est affirmée. Donc il y a une critique chez Adorno de la thèse strictement politique, on va dire, de Pollock, quoi. Même s'il s'en inspire très, très largement, quoi. Donc sa thèse d'un monde administré, bien que s'articulant avec l'hypothèse d'une intégration du prolétariat et l'idée centrale de l'incapacité pour la classe ouvrière d'incarner sa mission historique de libération de l'humanité, n'en demeure pas moins articulée à la structure de classe et au rapport d'exploitation du travail par le capital, quoi. Donc on a quand même une autocritique du marxisme au nom du marxisme lui-même, quoi. C'est le sens même du geste autocritique. Adorno insiste ainsi sur un concept de capitalisme en définitive relativement proche de ce que le marxisme traditionnel entend par ce terme. Il souligne certes la montée en puissance des processus de rationalisation tendant à l'administration totale, dans une perspective qui rappelle parfois Weber, mais ceci toujours avec la production et la valorisation marchande comme fondement de cette dynamique historique, quoi. Donc là, pour conclure avec cette deuxième partie... C'est bien. Parce que tu auras beaucoup à expliquer des trucs de base à des gens qui connaissent ouais. C'est bon. Donc nous pouvons donc mieux comprendre comment Adorno articule cette contre-théodicée et exploration dystopique du devenir historique de la rationalité avec la critique de l'économie politique. Donc la catastrophe s'origine dans cette double figure d'une raison qui se retourne contre elle-même et d'un capitalisme d'État ou d'un capitalisme totalisant administré, quoi. Et c'est précisément ce point de jonction qui fait toute la force, mais qui explique aussi certaines tensions, la théorie critique adornienne, quoi. Donc au sein de ce dispositif, les notions de fétichisme et de réification semblent ici fonctionner comme des catégories générales qui ne sont certes pas réexpliquées explicitement, mais qui nous paraissent associées au dispositif critique du premier Lukács, le mouvement d'historicisation que nous venons d'évoquer, quoi. Donc maintenant on passe au dernier point de mon propos, qui est le Adorno de la majorité, et qui va être de montrer comment ce double mouvement, à la fois la critique de l'idéalisme traditionnel chez le jeune Adorno et cette autocritique de la rationalité occidentale, comment ceci culmine dans une théorie critique de l'administration, dans une théorie critique de l'abstraction sociale,
telle qu'elle est présentée dans la dialectique négative, c'est-à-dire dans une théorie dialectique qui s'enracine dans la théorie marxienne de la forme-valeur, dans cette théorie en fait, qui prétend faire de l'abstraction sociale la principale caractéristique historique du capitalisme tardif, quoi. Donc les deux grands mouvements que nous venons de présenter, hein, donc autoréflexion épistémocritique et diagnostic porté sur le capitalisme tardif par l'intermédiaire d'une archi-histoire de la raison, convergent à notre sens, d'une archi-histoire de la raison plutôt pour moi, donc convergent à notre sens dans le projet adornant d'une dialectique négative. Je rappelle, dialectique négative, c'est son grand texte de 66. Donc l'idée d'élaborer une dialectique par-delà un principe d'identité de type hegelien, c'est-à-dire d'une dialectique attentive au moment négatif correspondant aux singularités qui résistent et débordent la totalisation du système, trouve son fondement dans la notion de réification et de fétichisme telle que réinterrogée par Adorno. Le recouvrement de toutes les sphères du réel par une objectivité administratrice réduisant chaque singularité au statut de choses manipulables, échangeables et standardisées est une hypothèse forte de dialectique de la raison et de dialectique négative. Alors juste, et ceci est fondamental à mon avis pour bien comprendre le sens du dialectique négative, les catégories de réification et de fétichisme vont-elles aussi être critiquées et redéfinies expérimentalement, je dirais, dans dialectique négative. Et donc ça montre un peu comment procède Adorno. C'est-à-dire chez Adorno, il y a toujours un réinvestissement conceptuel du discours pour en faire perturber pour en venir perturber le fonctionnement interne, quoi. Si vous voulez, l'autocritique du rationalisme que déploie Adorno, c'est toujours une autocritique, ce qu'il appelle la critique immanente, si vous voulez, quoi. Donc il va en venir à critiquer les notions de réification et de fétichisme pour que ces catégories soient redéployées au sein de ce qu'il appelle, dans ses œuvres de maturité, primat de l'objet et primat du non-identique, ou dialectique attentive au non-identique. Car il envoie pour lui du statut matérialiste de sa pensée, quoi. Donc pour le dire rapidement, parce que là j'aurais pas forcément le temps de tout dire, ce qu'il critique en fait encore dans la notion de réification et de fétichisme, c'est encore le reste de subjectivisme philosophique, hein, qu'il y a dans cette notion. En fait, il reproche au vocabulaire de la réification, hein, de vouloir maintenir les prérogatives du subjectivisme philosophique. Donc nous avons vu précédemment que la centralité du sujet de l'ego transcendantal, que ce soit comme site de déploiement d'une rationalité instrumentale, est critiquée par Adorno, quoi. Et que c'est précisément, donc ça c'est déjà présent chez Jean Adorno, que c'est précisément par une attention portée envers la causalité matérielle, vers la singularité, quoi, indépendamment de son appropriation subjectiviste, totalisante ou par le système, que la théorie critique matérialiste doit être réélaborée, quoi. Et donc de minima moralia à dialectique négative, on assiste à une confrontation entre le pôle du singulier, du micrologique, envisagé par le Adorno de la maturité comme corporéité souffrante et mutilée, donc c'est les fameuses réflexions sur la vie mutilée d'Adorno, hein. Et d'un côté, et de l'autre côté, le pôle de la totalité fausse, le pôle du système ou du capital, quoi. Donc ceci constitue le noyau de la critique adornienne, quoi. Donc il faut donc prendre toute la mesure de la recodification de la théorie comme micrologie matérialiste et de la manière dont elle vient perturber, donc c'est ce que je disais précédemment, certaines catégories de la critique de l'économie politique. Donc la conception à partir de l'analyse marxienne du fétichisme, du déploiement historique des sociétés modernes comme seconde nature et l'autonomisation de la valeur comme procès global, permet de bien saisir la signification de la critique adornienne de la catégorie de totalité. Donc dialectique négative place au cœur de son dispositif la nécessité de rendre compte de l'hétérogène qui résiste au principe d'identité et qui déborde tout type de dualisme sujet-objet. Donc dans le prolongement des analyses lukácsiennes, mais en les critiquant, il s'agit pour le théoricien francfortois de contrer le réductionnisme instrumental de la raison fétichisée. Mais à la différence d'histoire et conscience de classe, ceci s'effectue par-delà toute théorisation d'un sujet historique ou d'une conscience de classe qui permettrait de surmonter la réification. Adorno s'attache plutôt, dans la continuité de sa démarche épistémocritique de jeunesse, à élaborer une méthodologie expérimentale matérialiste susceptible de saisir le non-identique, qu'il qualifie de primat du non-identique, quoi. Et du coup, pour l'Adorno de la maturité, on voit un mode d'exposition de l'écriture philosophique assez expérimentale, assez déroutante, notamment que ce soit dans dialectique négative et encore plus dans théorie esthétique, donc son texte posthume, une volonté d'exposer le discours de la philosophie par-delà toute logique analytique, par-delà toute logique narrative de subordination ou de coordination. C'est ce qu'il appelle la parataxe, ou l'écriture paratactique. Et donc ça, c'est une forme d'écriture pour lui qui est censée faire exploser le strict ordonnancement du système rationaliste, quoi. Et donc sa critique, sa méthodologie, on va dire, qui est le primat du non-identique, prend la forme d'une écriture expérimentale qui vise à chaque fois la saisie, ce qu'il appelle des constellations ou des monades. Donc, à chaque fois, écrire par-delà tout type de... vraiment, voilà, un mode d'écriture expérimentale qui, à chaque fois, vise à saisir le singulier, qui, normalement, est
et mutilé par la totalisation arbitraire, quoi. Et donc il convient donc, pour bien saisir l'utopie adornienne de la connaissance, de faire retour sur, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, sur certains aspects de la théorie de la valeur chez Marx, hein, et sur la manière dont ils sont réorchestrés par Adorno, quoi. Donc il s'agit de soumettre le dispositif dialectique lui-même à un processus d'autoréflexion, les catégories conceptuelles étant préformées socialement, là je répète un peu ce que Zahn Rettel, quoi. Les formes historiques fétichisées se réfléchissant dans la matrice idéaliste, c'est précisément la signification socio-historique de l'abstraction qui doit être interrogée. Comme on a dit, c'est ça la signification fondamentale du dialectique négatif, c'est une théorie critique de l'abstraction sociale, quoi. L'œuvre de Marx permet à Adorno d'ancrer sa critique de l'idéalisme dans une théorie du capitalisme liant, donc là je me répète, pathogenèse historique de rationalité et critique des formes d'objectivité sociale autonomisées. Donc, les développements marxiens consacrés à la marchandise, à la valeur, au travail abstrait ou encore à la subsomption sont à cet égard fondamentaux pour bien saisir toute la portée de la critique du capitalisme élaborée par Adorno. Son noyau opératoire réside dans l'idée que ce qui se réfléchit dans le rationalisme occidental n'est autre que l'objectivité des formes sociales fétichisées. Le phénomène historique de rationalisation, celui de la production ou celui renvoyant aux grandes formes d'objectivité, trouve sa source dans l'abstraction du processus de valorisation. C'est ça le noyau de la critique adornienne. Dès lors, il s'agit pour Adorno d'inscrire son entreprise de dépassement du schéma dialectique traditionnel à l'intérieur des catégories de la critique de l'économie politique. Voilà. Et donc là, je renvoie aussi, pareil, à l'intuition de Zahn Rettel précédemment évoquée. Donc je vais terminer sur cette question de l'efficace de l'abstraction dans le monde social, hein. Et je vais terminer par une anecdote rapportée par l'un des élèves d'Adorno, pour évoquer justement un courant de pensée qui est à mon avis insuffisamment ou mal connu en France, mais qui commence à être redécouvert, en tout cas surtout pour l'instant essentiellement dans le monde anglophone, mais peut-être un peu en France. Donc un élève d'Adorno qui s'appelle Helmut Reichelt, à propos de son ami Hans-Jürgen Backhaus, donc tous deux représentants d'un courant de pensée qu'on a appelé, enfin qu'on appelle toujours la Neue Marx-Lektur, la nouvelle lecture de Marx. Donc c'était des nouvelles lectures de Marx en allemand, quoi. Donc c'était des élèves d'Adorno qui ont entrepris, donc sous l'influence d'Adorno, une relecture, une réinterprétation de l'œuvre économique de Marx, de la maturité, donc essentiellement une réinterprétation, une nouvelle analyse du Capital et des Grundrisse, quoi. Donc je cite, et ces deux auteurs-là citent un séminaire d'Adorno en 62, séminaire consacré à Marx. Alors ce séminaire, on peut le trouver pour ceux qui lisent l'allemand dans l'appendice de Dialectique der Wertform de Backhaus, donc Dialectique de la forme-valeur, hein, le livre où Backhaus propose sa réinterprétation, on va dire, post-adornienne du Capital, mais on peut le trouver aussi traduit en anglais dans un site internet, mais j'aurais plus le nom du... Donc pour ça, on peut en trouver une traduction anglaise sur internet si vous cherchez un peu, vous tapez Dialectique der Wertform, voilà, bon bref. En tout cas, cette anecdote, à mon avis, elle est assez parlante. Donc si Adorno n'avait pas de façon répétée mise en avant, donc dans son séminaire, mise en avant l'idée d'une conceptualité dans la réalité même, d'un universel réel dont on peut trouver l'origine dans l'abstraction de l'échange, sans ces questions sur la constitution des catégories et leurs relations internes dans l'économie politique, et sans sa conception d'une structure objective devenue autonome, ce texte, le Capital, serait resté pour nous muet. Exactement comme cela l'avait été le cas depuis déjà à l'époque, un siècle de discussion sur la théorie de la valeur de Marx. Donc ce sont la Neue Marx-Lektur, hein, ce sont des théoriciens qui entreprennent une réinterprétation de la théorie de la valeur de Marx, précisément à partir de cette théorie adornienne, de l'abstraction sociale. Et pour moi, c'est assez important parce que ça montre quelque part, on a la vérification de mon hypothèse par une certaine postérité d'Adorno, quoi. Finalement, montrer que la pensée adornienne peut ouvrir sur autre chose que sur cette méditation métaphysico-pessimiste d'une rationalité occidentale qui ferait retour sur elle-même, mais finalement peut ouvrir aussi sur une ressaisie conceptuelle, réinterprétation conceptuelle du Capital et de la théorie de la valeur. Donc je vais terminer là-dessus, parce que sinon, voilà. Je vous remercie.